Chapitre 2. Mes parents. Félix. C'était le nom qu'il m'avait donné. Félix Switz. Mon père, Picho, et ma mère, Greta, s'étaient enfin mis d'accord après quelques instants à se disputer sur leur choix. Il faut dire que l'on ne tient pas tête à ma mère très longtemps au sujet de ceux qui touchent de près ou de loin à ses enfants. Ce nom leur plaisait. Je l'ai très vite assimilé. Mon père, Picho Switz, est un grand gaillard de plus de 2 mètres de haut pour une bonne centaine de kilos de muscles. Cela ne cache pas pour autant, aux yeux de ceux qui le connaissent un minimum, une petite brioche du fait des quelques verres par jour qu'il avait l'habitude de prendre fut un temps, malgré les commentaires de ma mère à ce sujet. Si ses parents lui avaient donné un tout autre prénom à la naissance, il commencera à l'abandonner au fil du temps pour le surnom affectif Picho, que lui donnait sa mère, signifiant en vieux patois costerborosien petit ou enfant. Même moi, j'ignore encore quel fut son véritable prénom, n'ayant jamais pu poser directement la question à mes grands-parents, décédés bien avant ma naissance. Élevé dans une famille de fermiers, plus que modeste, mon père n'eut jamais l'occasion de recevoir une bonne éducation. Il passa son enfance entière à labourer les champs, à couper du bois, et à plumer les volailles, sans jamais s'intéresser un seul instant à l'écriture ou à la lecture. Il n'en avait ni les moyens, ni la volonté, ni la chance. Comment voulez-vous trouver le temps de vous cultiver lorsque votre famille compte sur votre travail acharné pour manger le soir? Je respecte énormément celles et ceux dont le vécu a entraîné l'adaptation de cet état d'esprit. Un homme qui ne prend pas soin de sa famille ne sera jamais vraiment un homme. Et un homme qui n'est pas prêt à se sacrifier ou à tout donner pour elle ne sera jamais vraiment digne d'en faire partie. Mon père avait un seul frère. Il était plus jeune et plus frêle que lui. Par conséquent, ce fut à lui de se charger des tâches les plus rudes et les plus intensives. Si mon père et mon oncle n'étaient pas spécialement proches, l'affection toute particulière qu'ils éprouvaient tous deux envers leur chien était des plus notables. C'était, de ce qu'il m'en a raconté, un molosse parfaitement dressé, qui n'a jamais laissé le moindre renard ou le moindre loup s'approcher des troupeaux. Une telle loyauté plaisait beaucoup à mon père et à son frère, qui considéraient cet animal comme un membre à part entière de leur famille. Cette idée ne me viendrait personnellement jamais en tête. Un animal reste un animal. On peut l'aimer, ce n'est pas pour autant qu'on peut le considérer comme faisant partie de quelque chose d'aussi important qu'une famille. Enfin, peut-être dis-je cela du fait que j'ai toujours préféré les chats. Quoi qu'il en soit, ce genre de travaux exténuants qui était la routine de mon père, cumulé à son grand appétit, lui avait permis d'acquérir très jeune déjà une corpulence plus que massive. La facilité qu'il avait à couper les grands arbres et à chasser les bêtes qui se rapprochaient trop des champs était telle qu'elles attirèrent l'attention d'autres paysans, prêts à louer ses services en échange de dons de nourriture tous les jours pour sa famille. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les travailleurs manuels. Leur dévotion et le sacrifice de leur santé pour leur famille m'a toujours ému. Mon père incarnait cet esprit, avant même de fonder la sienne. Ce n'est qu'une raison parmi tant d'autres expliquant mon éternel respect envers lui. Passant de travail en travail, il était devenu une sorte d'homme à tout faire, sollicité même par les petits nobliaux trop fainéants pour faire la moindre tâche ingrate tout seul. Quoi qu'il en soit, mon père ne rechignait jamais face à cette dernière, alternant entre fermier, chasseur, bûcheron, jardinier et maçon, il apporta tout l'argent nécessaire à ses proches pour leur assurer une vie sans manque trop important. Cependant, la vie de mon père changea drastiquement dès le mois d'octobre 1174, où, au vu de son physique plus qu'imposant, on l'enrôla de force dans l'armée de Costerboros. En effet, le royaume de Vérandrie, appartenant jusque-là à Costerboros, commençait de plus en plus à virer du côté de l'ennemi de toujours, l'île des Miracles, du fait d'un fort taux de population provenant de cette dernière insistant pour que son contrôle leur revienne. Le climat anxiogène provoqua de premières altercations entre Costerboros et la Vérandrie, soutenues par l'île des Miracles, et ces premières altercations emmèneront à la guerre de dépendance de 1175, où Costerboros tentera de faire d'une pierre deux coups en matant l'insurrection de Vérandrie tout en envahissant en même temps l'île des Miracles. Mon père fut ainsi, au vu de sa force et de sa taille, muté au sein d'un grand noble, un certain Sir Alexander de la Vérandrie, en charge de la protection d'un des plus importants bastions de la Vérandrie, Garalouena. C'est là où se déroulera la dernière bataille de la guerre. Je ne referai pas l'histoire ici. Tout le monde sait aujourd'hui comment cette bataille s'est terminée. La défaite cuisante de Costerboros leur fera perdre le contrôle de la Vérandrie, passant entre les mains de l'île des Miracles, et marquera aussi une longue série de défaites qui sapera leur image de plus grande puissance militaire au profit de son ennemi de toujours. Cependant, ce que vous ignorez peut-être,
c'est que Sir Alexander, ayant décidé de prendre la fuite plutôt que d'être pris pour responsable de cette débandade, sera sauvé in extremis par mon père, après que ce dernier, faisant fi de l'ordre donné par son capitaine de maintenir sa position, n'eût projeté un canon dans la direction des assaillants de son supérieur hiérarchique. Le dit canon lui sera d'ailleurs plus tard offert, et il le placera devant le pas de sa porte en guise de souvenir. La capitulation fut proclamée quelques secondes seulement après que mon père n'eut plaqué au sol le sire de Vérandry pour le protéger des projectiles tirés dans sa direction pour l'abattre. Outre le renvoi de mon père de l'armée pour désobéissance volontaire aux ordres, sous prétexte d'assistance à personne en danger, ce sauvetage lui permettra d'obtenir un service de la part de Sir Alexander. Le noble de Vérandry avait en effet une dette envers mon père, et il saura la payer quand 26 ans plus tard, il reviendra pour lui demander refuge. Fort heureusement, après la bataille, ne souhaitant pas qu'une nouvelle guerre n'éclate avec Costerboros, le parlement de Vérandry prit la décision d'inclure Sir Alexander parmi leurs membres, en tant que porte-parole des natifs de Vérandry. Beaucoup d'historiens pensent d'ailleurs aujourd'hui que sa présence relevait plus de l'humiliation pour Costerboros que d'une réelle volonté de rapprochement. Quoi qu'il en soit, un pont bâti par Gariband lui-même fut tout de même érigé entre Costerboros et la Vérandry. Belle façon de montrer qu'il souhaitait maintenir des relations cordiales avec ces derniers, principalement pour des raisons commerciales bien entendu. Ainsi, après la guerre, mon père fut rapatrié sur Costerboros. Sa désobéissance qui aurait pu lui valoir le cachot, voire l'exécution, fut graciée, sous motif d'actes de bravoure. Pour autant, il fut bel et bien expulsé de l'armée, ce qui n'était pas pour lui déplaire, bien au contraire. Les camarades qu'il s'était fait étaient pratiquement tous tombés sur le champ de bataille. Des têtes réduites en charpie, des corps en lambeaux, des hommes au sol qui supplient d'être achevés. Ce sont des choses qui hantent les hommes qui n'étaient pas faits pour cette vie. Mon père connaissait la vue du sang, mais jamais à cette échelle. Je pense même qu'il ne s'est en réalité jamais vraiment remis de cette expérience, malgré tout ce qu'il a bien pu me dire. Ce genre d'horreurs appartiennent à la catégorie des choses que l'on n'oublie pas. Mais mon père voulait oublier. Boire pour oublier. C'est pourquoi, au lieu de rentrer tout de suite chez lui, ne se sentant pas encore prêt pour retourner auprès des siens dans cet état, il se mit en tête de rester quelque temps à Port-Perché. C'était en effet ici que le navire chargé de rameuter les troupes sur le continent avait fait escale. À l'époque, c'était un endroit sans grande prétention. Beaucoup de navires, certes, mais pas grand-chose d'autre à côté. Heureusement pour mon père, il y avait des tavernes. Les marins et les soldats avaient pour habitude de se rendre au Bigorneau Cornu. Apparemment, on y trouvait les plus belles filles et la bière la moins chère des environs. Si cette idée n'était pas pour déranger mon père, c'était davantage la compagnie qui lui posait problème. Il avait besoin d'être seul, de boire seul. Il ne voulait nullement entendre le vacarme des matelots avinés, pas plus que les exclamations d'ivresse de ses anciens compagnons d'armes. Aussi choisit-il une autre taverne, plus éloignée du port peut-être, mais débarrassée de la présence nocive des pauvres airs qui troubleraient à coup sûr le repos et le calme dont il avait besoin pour se reconstruire. Son dévolu se jeta sur un modeste bâtiment à la toiture verte foncée et aux murs blancs. L'Ange des mers semblait en être le nom. La carte avait l'air satisfaisante, et elle proposait des chambres à bas coût. Un simple regard rapide à l'intérieur confirma ses seules attentes. Pas le moindre client. Juste un vieil homme de petite taille à la calvitie marquée et à la moustache blanche, qui attendait à moitié endormi au niveau du comptoir. Mon père expira profondément et passa le seuil de la porte. Il s'assit près du comptoir et demanda au vieil homme une simple corne de bière de Pandaren. Le gérant, amical et souriant, lui proposa de s'installer le temps qu'il la lui prépare. Les maîtres brasseurs Pandaren sont reconnus mondialement pour la qualité de leur breuvage. Le simple fait que cette taverne en propose était suffisant pour assurer à mon père qu'au moins son argent ne partirait pas dans de la tambouille. Il s'assit ainsi près du comptoir. Puis, après quelques secondes d'attente, une jeune femme, de très petite taille, aux grands yeux bleus et aux cheveux blonds mi-longs et bouclés, un tablier blanc par-dessus une robe noire et marron, vint la lui apporter sur un plateau, un grand sourire aux lèvres. Mon père venait alors tout juste de rencontrer ma mère. Ma mère, Greta Switz, ou Müller de son nom de jeune fille, travaillait alors en tant que serveuse dans la taverne de son vieux père. Malgré sa petite taille, elle débordait d'énergie et ne se laissait jamais abattre par quoi que ce soit. Sa simple présence suffisait à redonner le sourire à autrui. Ceci dit, elle n'était pas seulement serveuse dans cette taverne. En effet, s'il y a bien un principal point commun qu'elle partage avec mon père, c'est sa capacité à pouvoir être multitâche. En outre, elle se chargeait également de la cuisine, du ménage, de l'accueil et même de la préparation des chambres de l'Ange des mers.
Ce nom proviendrait d'ailleurs de la façon qu'avait mon grand-père maternel d'appeler son épouse. En effet, son rêve fut de vivre ses derniers instants avec lui dans une taverne près de la mer. Hélas, cette dernière mourut en donnant la vie à ma 6e tante, ne laissant à mon grand-père, Karloff Müller, que la volonté de réaliser ce rêve en l'honneur de sa mémoire. Tel est le fardeau des semi-gnomes, celui de vivre plus longtemps que leur dulciné. J'en ai moi-même fait les frais. 3e née dans une famille de 7 sœurs, ma mère fut toujours très protectrice avec sa famille. Elle n'hésitait jamais à donner de son temps et de son énergie quand le moindre de ses proches était dans le besoin. Ayant d'abord grandi dans un village forestier semi-gnome du sud-est de Costa-Boros, elle et ses sœurs eurent le droit à une véritable éducation. Contrairement à mon père, ce ne fut pas dans le monde paysan que naquit ma mère, mais dans celui du commerce. Aussi était-il préférable, aux yeux de mes grands-parents, d'apprendre à leurs enfants à aussi bien se débrouiller qu'eux en société. Et pour ce faire, apprendre à lire, à écrire et à compter est en général un bon début. Ma mère s'entendait parfaitement avec 5 de ses 6 sœurs. Elle nourrissait un amour profond pour ses parents, ainsi que pour sa plus grande sœur, tout en s'occupant de ses cadettes comme une mère s'occuperait de ses enfants. Ce fut d'ailleurs lorsque ma grand-mère quitta ce monde qu'elle fut plus présente que jamais dans la vie de sa fratrie, proposant toujours une épaule sur laquelle pleurer, ou à défaut une oreille attentive, se désignant à chaque fois pour effectuer les tâches ménagères et trouvant presque toujours des solutions aux problèmes de ses sœurs, notamment amoureux. Elle voulait combler au maximum le vide que laissa ma grand-mère derrière elle. Et surtout pour la petite dernière, ma tante Jenny, qui n'eut jamais la chance de vraiment la connaître. Elle comprit alors, elle qui cherchait encore ce qu'elle voulait faire dans la vie, que son vœu le plus cher était celui de devenir mère de famille. Je pense d'ailleurs que c'est cet entraînement avec ses sœurs qui lui permettra d'aussi bien s'en sortir lorsque c'est le nombre de ses enfants qui se mettra à grandir brusquement. En revanche, il était une sœur, la 2e, avec qui les relations étaient plus complexes, surtout lorsque ma grand-mère trépassa. Ma tante Michel blâmait constamment ma mère pour tout et pour rien. Elle la jugeait responsable de tous ses maux, n'ayant pas le courage de s'en prendre à son aînée et ayant pris l'habitude de prendre sa cadette pour bouc émissaire avant même la naissance de ses autres sœurs. Elle développa un profond sentiment d'infériorité. D'après ma mère, elle était persuadée que leurs parents l'aimaient moins que leur 3e fille. Lorsque mon grand-père perdit sa femme, ma tante Michel devint encore plus dure envers ma mère, l'accusant à demi-mot d'être la raison de ce triste décès. Les années passèrent, et quand mes tantes furent en âge soit de quitter le village forestier, soit d'y résider toutes seules, il ne resta plus que 2 filles aux côtés de mon grand-père, ma mère et ma tante Michel. Toutes 2 désireuses de voir le rêve de feu leur mère devenir réalité, elles firent fi de leur mésentente pour l'accompagner dans un port près de la mer ou donner naissance à la taverne dont elle parlait tant à son mari. Elles espéraient toutes 2 que cette épreuve allait les rapprocher. Depuis toute petite, ma mère a toujours été très débrouillarde. Que ce soit en commerce comme dans la vie, elle réussissait toujours à trouver des réponses à ses soucis. En outre, pour attirer un peu de clientèle, elle engagea une petite troupe de bardes itinérantes pour en faire la publicité dans les autres tavernes de Port-Perché. De plus, pour apporter plus de diversité à sa carte, elle usa de ses contacts avec d'anciens amis pandarènes de sa mère pour pouvoir proposer des breuvages provenant de maîtres brasseurs. On ne peut pas pour autant dire que ce don profitait à tout le monde. Une fois la taverne créée, ma tante n'avait aucune idée de ce qu'elle allait bien pouvoir faire. Pour elle, c'était avant tout symbolique. Elle ne comprenait pas que, pour que le bâtiment puisse subsister, au moins du vivant de leur vieux père, il fallait le faire tourner. Michel était trop maladroite pour cuisiner, trop antipathique pour faire le service, et trop fainéante pour le ménage. Mon grand-père la chargea donc de surveiller la caisse pendant que ma mère se chargeait de tout le reste, tout en y prenant plaisir et en n'hésitant pas à faire du zèle. Fatiguée dès les premiers jours de ce travail lassant, ma tante commença alors à se servir elle-même dans les quelques revenus de la caisse, faussant les comptes. Elle se permettait même quelquefois de sortir pendant ses heures de travail pour se remplir la panse ou s'acheter des bijoux au profit de l'ange des mers. Pour elle, de toute façon, ce bâtiment n'était là que pour faire plaisir à son père. Qu'il fonctionne bien ou non, ce n'avait pas d'importance. Ainsi, cette situation dura pendant quelques mois. Hélas, les sommes dérobées par Michel étant de plus en plus importantes avec le temps, il était impossible pour ma mère et mon grand-père de s'occuper à la fois de l'entretien de la taverne, du service et des partenariats. Dans l'incapacité d'embaucher, les clients se firent de moins en moins nombreux,
Et lorsque ma mère comprit où était passé tout l'argent en découvrant, pendant le ménage, les robes chics que ma tante cachait sous son lit, elle préféra taire la chose pour ne pas alimenter à nouveau les conflits, et permettre à leur père de ne pas voir le rêve de sa femme brisé par l'une de ses filles. Cependant, il ne manqua pas de lui échapper que si les choses continuaient de la sorte, ils allaient très vite devoir mettre la clé sous la porte. Et c'est quelques jours seulement après les premières demandes de rachat de l'établissement par des marchands Œil-Veille que mon père fit son apparition dans la vie de ma mère. Je me rappelle écrire cette question sur mon petit carnet et la faire lire à ma mère. « Comment vous êtes-vous rencontrés? Et qu'est-ce qui t'a plu chez lui ?» Elle ne manquait jamais de sourire lorsqu'elle me racontait qu'étrangement, c'était son humour qui avait fait chavirer son cœur. Moi-même, j'avoue ne jamais vraiment avoir considéré mon père comme un bouffon. Mais semblerait-il qu'en voyant ma mère lui apporter sa corne de bière pandarène et lui faire la conversation tout en passant un coup de chiffon sur le comptoir, mon père aurait fini par lui raconter une plaisanterie graveleuse qui ne l'aurait probablement pas fait autant rire si la chute n'avait pas été prononcée avec un tel désintérêt et de façon aussi sérieuse. Malgré les soucis d'argent, ma mère n'est pas du genre à mentir sur qui elle est et sur ce qu'elle apprécie pour parvenir à ses fins. Telle est probablement notre différence la plus évidente. Et concernant mon père, qui ne voulait être dérangé pour rien au monde, il se rendit vite compte que, s'il espérait à présent passer ses journées dans cette taverne, il valait mieux s'entendre avec celle qui semblait être en charge d'à peu près tout ici. Et de fil en aiguille, cette simple volonté de briser la glace se transforma en longue discussion passionnée. Une parfaite alchimie était alors née entre eux. Mon père commença dès le lendemain de sa rencontre avec ma mère à passer plus de temps à lui parler plutôt qu'à boire ou qu'à repenser à la bataille. Il ne se rendit compte que très tard que c'était une semi-gnome. En vérité, il n'en avait encore jamais vu. Il est chose courante de haïr son ennemi au retour d'une guerre. Mon père n'a jamais haï le moindre nain, le moindre elfe ou le moindre gnome. Il avait une façon très simple, et pourtant très juste, de qualifier la guerre. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas, mais qui se battent, commandés par des hommes qui se connaissent, mais qui ne se battent pas. Mon père se fichait éperdument de la race d'autrui. Seuls les actes l'intéressaient. Pourquoi en vouloir à une race tout entière quand on a déjà des noms précis à maudire? Il aimait ma mère telle qu'elle était, et ne la voyait pas moins humaine après cette révélation qu'avant. Avec elle, il se sentait bien. C'était justement ce qu'il recherchait. Il finit bien par lui proposer de se balader avec lui dans les rues de Port-Perché, mais elle fut forcée de décliner son offre à cause de son travail harassant. Et c'est précisément à ce moment que ma tante Michel fit à nouveau son apparition. Ce fut la première fois que mon père découvrit sa future belle-sœur. Et le portrait n'était pas glorieux. Elle était complètement ivre, portait de travers une élégante robe couleur jade cernée de bijoux, et empestait l'alcool de bas étage à plein nez. Ses longs cheveux noirs étaient complètement ébouriffés, du maquillage lui coulait sous les yeux, et elle avançait pieds nus en titubant tout en tenant ses chaussures à talons noirs dans les mains. Ma mère savait, mais préférait ne rien dire. Elle se retourna simplement pour s'assurer que son père ne la voie pas dans cet état. Mon père proposa alors d'aider à lui faire monter les escaliers, ce qu'elle accepta immédiatement. Installée par mes parents sur l'un des lits réservés aux clients, elle aurait tout de même fini par lancer à ma mère, entre deux renvois et juste avant de s'endormir, qu'elle ferait mieux de laisser tomber, que mon père était trop bien pour elle, et que de toute façon, qui voudrait finir en couple avec une fille comme elle? Le sujet n'avait jusqu'alors été mis sur la table à aucun instant. Mes parents rougirent tous deux, une fois ces dires prononcés. Pas forcément pour les mêmes raisons. Mon père fut le premier à se remettre de ses émotions, et proposa une nouvelle fois à ma mère de prendre l'air pour se changer les idées. Elle accepta. Ce fut le premier vrai rendez-vous. À partir de cet instant, leur situation changea. Ma mère laissa pour la première fois mon grand-père seul avec ma tante, pendant qu'elle s'accordait un petit temps de répit. Cette sortie lui plut, tellement qu'ils renouvelèrent l'expérience le lendemain, puis le surlendemain, jusqu'à ce que mon père ne lui propose une bonne fois pour toutes de s'installer avec lui. De ses propres aveux, avouer ses sentiments à ma mère fut la chose la plus difficile à réaliser de toute sa vie. Leur premier baiser eut lieu quelques secondes après cette proposition. Lorsque ma mère demanda à son vieux père sa bénédiction, celle-ci lui fut accordée pratiquement instantanément. Mon grand-père aimait sa fille, elle était restée à ses côtés toute sa vie. Elle allait devoir voler de ses propres ailes à présent. Ma tante, au contraire, ne fut pas du même avis. De nouveau sobre,
Elle lui adressa ses 4 vérités en face avant de se faire recadrer par mon grand-père. Le pauvre homme savait qu'il ne lui resterait plus longtemps à vivre. Aussi voulait-il que ces dernières retrouvailles se fassent dans la joie et l'allégresse. Mon père et ma mère embarquèrent alors en direction du village de ce dernier afin qu'il la présente à ses parents. Il comptait en réalité surtout leur annoncer leur futur mariage. Ma tante Michel fut laissée seule à Port-Perché, et à la mort de mon grand-père, fut la dernière à s'occuper de l'ange des mers. Celle qui fut le moins intéressée par le projet devint celle qui reprit les rênes en l'honneur de la mémoire de ses parents. Malgré tout ce que je peux reprocher à cette dernière et en dépit de toutes les insultes proférées à l'égard de ma mère, le fait d'être le dernier membre de sa famille à s'accrocher à un rêve, cette impression de solitude, cette idée d'une personne seule et abandonnée, qui se dresse contre l'adversité, me rappelle également les choix que j'ai faits, et force ma sympathie. De retour sur sa terre natale, mon père souhaita présenter sa future femme à ses parents. Ils étaient tous les deux encore en vie, bien qu'au bord du trépas. Mon oncle, lui, n'était pas là, parti faire sa vie ailleurs depuis quelque temps. Leur molosse avait eu des chiots, entre-temps. Pour fêter ce retour triomphal, ils décidèrent de lui offrir le plus jeune de ces derniers. Mon père commença en le nommant sobrement le chien. Il était assez mauvais pour trouver des noms. Ma mère insistera pour qu'on lui en trouve un autre. Mais aucune de ses propositions ne plut à son mari. Il préférait le chien. C'est finalement moi qui lui trouverai son nouveau nom. Au départ, je voulais le renommer Licorne, une espèce de cheval cornu légendaire que j'avais inventé en la dessinant sur mon petit carnet. Néanmoins, je finis par jeter mon dévolu sur un autre nom, en l'honneur à cette créature de légende que j'aimais tant, Dragon. Hélas, les présentations se passèrent très mal. Mes grands-parents tenaient les autres races d'un très mauvais œil, et ne pouvaient pas concevoir qu'un seul instant que ce fils, qui leur avait tout donné, puisse épouser une non-humaine. Ils refusèrent catégoriquement leur union, et furent odieux envers ma mère. Ils la traitèrent de maudit gnome, dirent qu'elle allait leur enlever leur fils, ou encore que c'était contre des gens comme elle que mon père était parti en guerre. En bref, voyant que mon père s'accrochait encore à elle, ils lui fixèrent un ultimatum. S'il choisissait de continuer sa vie avec elle, alors il serait banni à tout jamais de chez eux. En somme, cela revenait à choisir entre sa famille biologique et celle que l'on souhaite créer. Mon père accepta le bannissement. La famille, pour laquelle il avait tant donné, se refusait à lui laisser en bâtir une nouvelle. Abandonner l'ancienne, qui ne nous reconnaît pas, pour en reformer une parfaite. Tel est le choix que mon père et moi avons pris. La famille n'est pas une question de sang, c'est une question de loyauté. Ce qui compte n'est pas ce que la vie vous donne, mais ce que vous voulez en faire. Leur mariage se concrétisa donc quelques années plus tard, où, outre leurs grands amis, seuls furent présents le frère de mon père et les sœurs de ma mère, à l'exception de ma tante Michel. La réception eut lieu le 11 mai 1193, dans un petit village champêtre du nom de Koursk. Mes parents avaient trouvé cet endroit parfait pour s'installer. À vrai dire, ils cochaient plus ou moins toutes les cases qu'ils souhaitaient voir remplies. L'environnement contrastait avec beaucoup de choses qu'ils avaient déjà perçues par le passé, sans pour autant s'écarter de la sphère d'influence de Ragnar, divinité auquel mon père adressait ses prières. Ma mère n'était pas vraiment religieuse, ses parents ne lui ont jamais vraiment inculqué la valeur de ses rites, mais le simple fait de savoir son mari malheureux ailleurs qu'ici la forçait également à être pour s'installer dans un lieu où était vénéré ce faux dieu. Quelques mois leur suffirent pour trouver leur repère. Mon père socialisa très vite avec le reste des hommes du village, au point de devenir après quelques années l'un des habitants les plus appréciés. Il aidait quiconque venait le solliciter pour le moindre problème manuel. Les chasseurs étant ceux qui venaient le plus le voir, il devint très vite un très bon ami à eux, retirant à merveille la fourrure de ses bêtes et coupant tout aussi bien la viande. Complimenté pour ses talents, il prit très vite goût à cette activité, et, afin de gagner sa vie, devint le boucher du village. Sa complicité avec les chasseurs était telle que l'un d'entre eux, Lars Ziegler, devint son meilleur ami, et vint s'installer dans la maison à côté de la nôtre. De la même façon, ma mère, quant à elle, devint la figure de référence des femmes du village. Toujours charmante et bien intentionnée, elle prenait tous les jours des nouvelles de tout le monde. Et si quelqu'un avait besoin de conseils, ou d'un avis sur tel ou tel sujet, elle prenait toujours sur son temps libre pour aider. Il restait cependant en suspens la question de l'intérêt concret qu'elle pouvait apporter à la collectivité. Bien sûr, les femmes au foyer étaient monnaie courante à Koursk, tout comme dans n'importe quel autre village d'ailleurs.
Mais ma mère tenait à se rendre utile, véritablement utile. Elle se rappela alors de l'offre que lui fit son beau-frère, un certain Gontran de Millepied, lors de son mariage. Cet homme, propriétaire terrien et détenteur d'un vaste empire poudrier, était un homme avide, qui ne cherchait qu'à étendre son commerce. C'est pourquoi il enchaînait les mariages avec des femmes de différentes races, pour exporter ses produits au maximum de contrées. Ainsi, il proposa à ma mère de lui fournir quotidiennement des caisses entières de poudre qu'elle pourrait vendre sur le marché de Koursk, afin d'étendre sa clientèle, chose qu'il présentait comme du gagnant-gagnant. Ma mère, ayant grandi dans une famille de marchands, accepta l'offre, percevant la chose comme un acte de générosité familiale. Il ne surprendra personne de savoir que cet homme cherchera 4 ans plus tard à faire tuer son épouse, ma tante, pour pouvoir se remarier une fois de plus et ainsi continuer ses petites affaires. Et il sera encore moins surprenant de révéler que je finis par apprendre ce qu'il comptait faire et qu'il fut exécuté pour cela. Il sera déclaré dans son testament que la moitié de ses biens reviendront de droit à ma tante, et que l'autre moitié sera léguée à une organisation fantoche créée par moi-même, censée alimenter les soldats de Kosterboros en poudre à canon. Un bon patriote, doublé d'un bon mari, quitte ce monde cruel en assurant la relève derrière lui. Qui chercherait à faire valoir l'inverse ? Ce subterfuge me permettra malgré tout d'avoir en ma possession toute la poudre nécessaire pour équiper mes hommes en fumigènes et en somnifères. Les bombes de poudre que je demanderai à mettre au point pourront d'ailleurs à plusieurs reprises permettre à un certain Le Borgne de se sortir de situations à première vue désespérées. En outre, même les hommes les plus détestables peuvent vous rendre service. Il est malheureux de constater que cela arrive néanmoins la plupart du temps, surtout une fois qu'ils sont morts. Et c'est ainsi, au cœur d'un village aux habitants accueillants et amicaux, que mes parents s'installèrent et me permirent de grandir. Seulement, la réalité n'est jamais vraiment aussi belle que ce que l'on souhaiterait qu'elle soit. Il est courant de tomber de haut lorsque la réalité nous rattrape. L'histoire de mes parents, d'avant leur rencontre jusqu'à leur arrivée à Koursk, a été pour moi à la fois un moteur et une immense source de compréhension sur le monde qui m'entourait. Et maintenant que j'étais là, maintenant que j'étais né, et qu'il m'était demandé de faire quelque chose de cette vie, je me devais de rendre fier ceux qui me l'avaient offerte. Pour comprendre ce monde nouveau qui s'offrait à moi, je devais d'abord comprendre leur histoire. Et maintenant que vous connaissez également leur histoire, le temps est venu de raconter la mienne. Avec beaucoup de choses qu'ils avaient déjà perçues par le passé, sans pour autant s'écarter de la sphère d'influence de Ragnar, divinité auquel mon père adressait ses prières. Ma mère n'était pas vraiment religieuse, ses parents ne lui ont jamais vraiment inculqué la valeur de ses rites, mais le simple fait de savoir son mari malheureux ailleurs qu'ici la forçait également à être pour s'installer dans un lieu où était vénéré ce faux dieu. Quelques mois leur suffirent pour trouver leur repère. Mon père socialisa très vite avec le reste des hommes du village, au point de devenir après quelques années l'un des habitants les plus appréciés. Il aidait quiconque venait le solliciter pour le moindre problème manuel. Les chasseurs étant ceux qui venaient le plus le voir, il devint très vite un très bon ami à eux, retirant à merveille la fourrure de ses bêtes et coupant tout aussi bien la viande. Complimenté pour ses talents, il prit très vite goût à cette activité, et, afin de gagner sa vie, devint le boucher du village. Sa complicité avec les chasseurs était telle que l'un d'entre eux, Lars Ziegler, devint son meilleur ami, et vint s'installer dans la maison à côté de la nôtre. De la même façon, ma mère, quant à elle, devint la figure de référence des femmes du village. Toujours charmante et bien intentionnée, elle prenait tous les jours des nouvelles de tout le monde. Et si quelqu'un avait besoin de conseils, ou d'un avis sur tel ou tel sujet, elle prenait toujours sur son temps libre pour aider. Il restait cependant en suspens la question de l'intérêt concret qu'elle pouvait apporter à la collectivité. Bien sûr, les femmes au foyer étaient monnaie courante à Koursk, tout comme dans n'importe quel autre village d'ailleurs. Mais ma mère tenait à se rendre utile, véritablement utile. Elle se rappela alors de l'offre que lui fit son beau-frère, un certain Gontran de Millepied, lors de son mariage. Cet homme, propriétaire terrien et détenteur d'un vaste empire poudrier, était un homme avide, qui ne cherchait qu'à étendre son commerce. C'est pourquoi il enchaînait les mariages avec des femmes de différentes races, pour exporter ses produits au maximum de contrées. Ainsi, il proposa à ma mère de lui fournir quotidiennement des caisses entières de poudre qu'elle pourrait vendre sur le marché de Koursk, afin d'étendre sa clientèle, chose qu'il présentait comme du gagnant-gagnant. Ma mère, ayant grandi dans une famille de marchands, accepta l'offre, percevant la chose comme un acte de générosité familiale.
Il ne surprendra personne de savoir que cet homme cherchera 4 ans plus tard à faire tuer son épouse, ma tante, pour pouvoir se remarier une fois de plus et ainsi continuer ses petites affaires. Et il sera encore moins surprenant de révéler que je finis par apprendre ce qu'il comptait faire et qu'il fut exécuté pour cela. Il sera déclaré dans son testament que la moitié de ses biens reviendront de droit à ma tante, et que l'autre moitié sera léguée à une organisation fantoche créée par moi-même, censée alimenter les soldats de Costerboros en poudre à canon. Un bon patriote, doublé d'un bon mari, quitte ce monde cruel en assurant la relève derrière lui. Qui chercherait à faire valoir l'inverse? Ce subterfuge me permettra malgré tout d'avoir en ma possession toute la poudre nécessaire pour équiper mes hommes en fumigènes et en somnifères. Les bombes de poudre que je demanderai à mettre au point pourront d'ailleurs à plusieurs reprises permettre à un certain Le Borgne de se sortir de situations à première vue désespérées. En outre, même les hommes les plus détestables peuvent vous rendre service. Il est malheureux de constater que cela arrive néanmoins la plupart du temps, surtout une fois qu'ils sont morts. Et c'est ainsi, au cœur d'un village aux habitants accueillants et amicaux, que mes parents s'installèrent et me permirent de grandir. Seulement, la réalité n'est jamais vraiment aussi belle que ce que l'on souhaiterait qu'elle soit. Il est courant de tomber de haut lorsque la réalité nous rattrape. L'histoire de mes parents, d'avant leur rencontre jusqu'à leur arrivée à Koursk, a été pour moi à la fois un moteur et une immense source de compréhension sur le monde qui m'entourait. Et maintenant que j'étais là, maintenant que j'étais né, et qu'il m'était demandé de faire quelque chose de cette vie, je me devais de rendre fier ceux qui me l'avaient offerte. Pour comprendre ce monde nouveau qui s'offrait à moi, je devais d'abord comprendre leur histoire. Et maintenant que vous connaissez également leur histoire, le temps est venu de raconter la mienne.